Bonjour pour ce troisième atelier qui va concerner aujourd'hui les espèces invasives, parasites ou vectrices et les auxiliaires. Donc en gros, sur quelques traits d'histoire de vie particuliers, quelques propriétés particulières des espèces, qu'elles soient insectes ou parasites ou parasitaux. On va s'approfondir un petit peu sur ça. Si on prend par exemple le cas des espèces invasives, là, c'est particulièrement criant que le besoin en connaissances taxonomiques est à grande échelle, y compris la capacité à se resituer dans un environnement mondial, global. C'est le plus criant parce que c'est des espèces qui ne sont pas communes, qui sont parfois inconnues de la science. C'était le cas, par exemple, de l'insecte, là, je ne sais plus son nom précis, qui se termine par Orida, qui boulotte les feuilles de marronnier, qui étaient inconnues de la science avant de devenir invasives, qui envahissent de manière plus ou moins discrète les territoires, des fois de manière catastrophique, les territoires y compris donc les socio-écosystèmes qui constituent les milieux agricoles, agricoles et production alimentaire. Donc, il faut les repérer dans le milieu naturel, les collecter, documenter leur mode de vie, les identifier, développer les moyens de lutte si nécessaire et faire ça dans un temps très très court parce que souvent, par exemple, dans le cas d'une invasive, elle est là et elle est en train de se développer à toute vitesse. On se souvient de Drosophila Suzuki, à quelle vitesse on avait l'impression qu'elle était en moto presque, à quelle vitesse elle envahissait elle a envahi les productions de fruits. Donc pour parler de ça, on va avoir deux invités, alors que pour des raisons techniques, on n'a pas réussi à capter en vidéo le même jour. Et donc c'est deux vidéos séparées, mais sur le site, ça se verra et c'est facile de s'y retrouver. Et donc je remercie Jean-Claude Sreto qui est là aujourd'hui avec nous, et puis par avance Jean-Loup Justine qu'on pourra capter seulement un petit peu plus tard. Et Jean-Claude, je vais te passer la parole tout de suite pour te présenter rapidement et puis pour nous donner un petit peu ton sentiment, ton point de départ, le point de départ de l'atelier, d'où est-ce que tu le ferais partir sur cette question-là. Voilà, Jean-Claude. Eh bien, merci. Donc, je vais me présenter puisqu'on me demande de faire cet exercice. Donc, moi, je suis entomologiste actuellement à l'INRA de Montpellier et je travaille beaucoup sur les hémiptères, donc un ordre d'insectes qui comprend énormément d'espèces invasives et d'auxiliaires, les deux à la fois, et c'est la raison pour laquelle j'interviens dans cette session-là. Donc moi, je suis comme beaucoup d'entomologistes professionnels actuellement, au départ un autodidacte. Donc j'ai commencé l'entomologie il y a très longtemps, alors que je ne travaillais pas encore, que j'étais étudiant. Et j'ai fait cela pendant au moins 15 ans avant de gagner ma vie avec cette activité-là. Donc au départ, j'ai commencé ma carrière en mycologie. Donc j'ai fait de la taxonomie des Phytophthora à l'époque qui attaquaient les arbres à Nancy. Ensuite, j'ai intégré le laboratoire de l'ANSES qui est actuellement à Montpellier, où j'ai travaillé beaucoup sur les espèces invasives. Donc là, on travaille sur tout ce qui arrive, donc pas forcément les groupes qui nous intéressent, enfin au moins qui m'intéressent à moi, les hémiptères, mais sur un tas d'autres insectes. Et puis, depuis une dizaine d'années, donc je suis à l'INRA de Montpellier, où je travaille sur des outils d'identification justement des ravageurs et des auxiliaires, et notamment très axés sur les espèces invasives. Donc voilà en gros comment je peux me présenter. Donc je vais vous parler aujourd'hui des espèces invasives et un peu moins des auxiliaires, par manque de temps, mais le problème est exactement le même. Et je vais vous présenter ça en partageant mon écran, si j'y arrive. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé à Agrinium donc, de faire un chapitre à part sur les insectes vecteurs, parasites, ravageurs et invasifs? En fait, c'est parce qu'ils ont quand même une spécificité assez importante. Et comme l'a dit Olivier tout à l'heure, et comme on l'a dit également lors de la première session, ils ont une très grande diversité, une diversité énorme. Et concernant les espèces invasives et les auxiliaires, ils ont une complexité également dans leur taxonomie. Donc c'est comme ça,
voilà, faut faire avec, mais du coup, ça amène des spécificités en termes de besoins et d'actions pour identifier ces espèces invasives-là. Je pense que c'est la même chose au niveau des parasites et des vecteurs de maladies humaines et vétérinaires, dont nous parlera plutôt notre collègue Jean-Loup Justine dans la session prochaine. Alors, je vais illustrer mon propos avec un exemple, un seul, mais qui est très emblématique. Et contrairement à ce qu'a dit Olivier Le Gall tout à l'heure, il a fallu énormément de temps, une dizaine d'années, pour identifier l'insecte en question, qui était un Epitrix, qui était une espèce invasive. Et donc, c'est un exemple qui montre combien c'est compliqué et combien on a raté, du coup, une gestion éventuellement efficace de cette invasion. Parce que, bien évidemment, 10 ans après, elle est partout et on ne peut plus faire grand-chose. Alors, pour illustrer la diversité des espèces invasives, si on veut identifier un insecte autochtone de France, ça consiste à choisir une espèce parmi les 41 000 espèces d'insectes qui ont été signalées ou décrites de France. Donc ça serait mon petit cercle-là, mes 41 000 espèces. Si on veut le faire pour une espèce invasive, donc on a un insecte qui arrive en France qui n'est pas autochtone, ça revient à choisir une espèce parmi les 9 millions d'espèces estimées d'insectes actuellement dans le monde. Et sur ces 9 millions, il y en a 8 qui ne sont pas encore décrites. Donc, c'est les chiffres que nous a donné à peu près M. Brancola cette semaine. Voilà, bon, j'ai fait un cercle plus gros pour vous montrer un peu la différence. Et donc, la différence, c'est surtout la difficulté pour un taxonomiste d'arriver à mettre un nom, notamment pour des espèces jamais décrites. Et je vais vous montrer que ce n'est pas exceptionnel. Alors, l'exemple que je voulais vous montrer, il s'agit des épitrices de la pomme de terre. Donc, c'est des insectes coléoptères qui sont invasifs en Europe et qui sont arrivés au Portugal. Donc, le premier échantillon qu'on a reçu au laboratoire en 2004, c'était des pommes de terre comme ça avec des petites galeries. Nous, on a été incapables de dire à quoi ça pouvait être dû et personne n'y est arrivé. Et donc, du coup, les professionnels qui avaient ce souci n'ont pas été capables, pendant 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2008, de trouver les insectes qui provoquaient ces dégâts. Et puis en 2008, on a quand même réussi à se dire que c'était lié à des épitrix. Donc la galerie, elle est due aux larves, et l'insecte adulte que l'on identifie, lui, il est sur les feuilles, et c'est la raison pour laquelle on a pas mal galéré pour arriver déjà à avoir un échantillon. Donc, on a perdu 4 ans. Et 4 ans, tout à fait stupidement, si on avait eu des illustrations de ces symptômes assez accessibles dans des bases de données, on ne les aurait pas perdus, ces 4 ans. Et donc, un des premiers besoins en matière d'invasion biologique, c'est d'avoir des bases de données photos et moléculaires et des collections de références facilement accessibles, et ce, au niveau mondial, pour pouvoir cibler rapidement quand on a un nouveau problème que personne ne connaît. Alors, ce besoin-là a été un peu comblé, enfin bien comblé même, par un projet qui s'appelait QBOL, et dont le but était de remplir des bases de données moléculaires et morphologiques pour tous les organismes de quarantaine concernant l'Europe. Donc ces bases-là, on peut les trouver actuellement en ligne sur le site de l'OPP, donc je vous ai mis les adresses, et également sur le site du CBGP, qui comprend ces espèces-là, plus d'autres encore. Ceci étant, ces bases de données, elles existent, mais elles ne sont pas complètes. Il faut les maintenir, il faut les implémenter, puisqu'il y a des espèces nouvelles invasives tous les ans. Et il y en a à peu près 7 en moyenne qui ont un intérêt agronomique rien que pour la France. Et donc, il faut faire ça sur le long terme. Alors, pour suivre mon exemple des épitrix, en 4 ans, on a réussi à trouver l'insecte. Après, il faut l'identifier. Et là, ça devient très compliqué parce que les épitrix, c'est des tout petits insectes. Je ne sais pas si vous voyez l'échelle, mais ça fait 1 mm, allez, 1 à 2 mm maximum. C'est un genre très compliqué avec beaucoup d'espèces, notamment en Amérique du Nord. Il n'y a pas de clés, il y a des clés, mais elles sont très mauvaises et la taxonomie est très confuse en Amérique du Nord. Elle est quasiment inexistante en Amérique du Sud. On n'a quasiment aucune de ces espèces américaines dans nos collections. On n'en a pas à Montpellier, au CBGP, et on avait été à l'époque au Muséum d'histoire naturelle de Paris, où il y en a également assez peu. Et en tout cas, on n'avait pas dans ces collections-là les 2 espèces qu'on avait reçues comme échantillon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On les a envoyés à des spécialistes. À l'époque, il y avait un spécialiste des AITIS qui était un amateur
qui malheureusement est décédé depuis. Et puis, on l'a envoyé également à un spécialiste canadien. Et ces deux collègues ont mis à peu près 1 mois pour identifier nos 2 insectes, ce qui est relativement peu. L'identification, donc, elle est revenue. On avait 2 espèces invasives nord-américaines présentes donc, en Europe. Et d'après ces spécialistes, il s'agissait de Cucumeris, Epytrix cucumeris et Epytrix similaris. Donc, suite à ça, ça débloque de suite la situation en termes de surveillance. C'est-à-dire qu'on a pu réaliser des analyses du risque phytosanitaire qui ont conclu que c'était 2 insectes très préoccupants pour l'agriculture européenne, notamment en termes de fermeture de frontières, enfin de fermeture de marchés et de circuits commerciaux. Et donc, elles ont été inscrites assez rapidement sur les listes de quarantaine européennes. On a rédigé à Montpellier un protocole de diagnostic. Une fois qu'on avait les noms, que tout était résolu, ça n'a pas posé particulièrement de problème. On a implémenté nos bases de données aussi bien en morphologie qu'en moléculaire, de manière à ce que les autres labos européens puissent identifier cette fois-ci quasiment instantanément ces insectes. Et puis, on a mis en place un plan de surveillance en Europe pour éviter d'introduire de nouvelles espèces d'Epytrix et puis pour éviter aussi de les disséminer depuis le Portugal. Voilà, donc tout était parfait, sauf qu'en 2015, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé et qu'il a fallu donc tout revoir. Alors, comment on a vu qu'on s'est trompé? Justement, parce qu'il y a eu une équipe de recherche comprenant des chercheurs russes qui ont travaillé sur les Epytrix nord-américains. Et à l'issue de ces travaux, qui ont pris quand même un certain nombre d'années, il s'agit d'une thèse de 3 ans, eh bien, ils ont écrit un article en 2015 qui dit qu'on s'est trompé dans l'identification de notre Epytrix similaris et qu'en fait, il s'agissait d'une espèce jamais décrite. Ils ont nommé Epytrix papa. Cucumeris, par contre, là, on était a priori dans le bon. On ne s'était pas trompé. Donc, du coup, la seconde espèce, c'était une espèce non décrite que nos collègues russes ont décrit grâce à des programmes de recherche. L'identification a duré à peu près 10 ans. Et donc, et à ce jour, on ne sait toujours pas d'où vient Epytrix papa, puisque elle n'est pas connue dans son milieu naturel, donc on ne sait pas d'où elle vient. Ce qui pose bien évidemment des problèmes en termes de surveillance. On ne sait pas où surveiller. Voilà, donc si on avait eu en Europe une collection d'Epytrix complète et une équipe de recherche qui travaille sur les altises, ça aurait bien accéléré les choses. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu très rapidement se rendre compte qu'on avait affaire à des espèces non décrites, à une espèce non décrite. Donc l'identification aurait été plus rapide, elle aurait été plus juste. Epytrix papa aurait été décrit beaucoup plus tôt et on aurait peut-être déjà trouvé son origine. On aurait pu aussi éviter d'introduire ces 2 espèces si on les avait anticipées, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il y en a une qui n'était pas connue et l'autre qui est une espèce américaine qu'on n'attendait pas forcément. Et puis, on aurait pu tenter surtout de les éradiquer si on les avait pu les identifier dans la semaine et pas mettre plusieurs années pour le faire. Tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'en termes d'invasion biologique, et pour gérer des invasions biologiques, on sait qu'il faut aller rapidement. Et donc, ça montre qu'on a besoin d'équipes de recherche en taxonomie, et pas uniquement des spécialistes, pas uniquement des experts en identification. Ça peut aller assez vite, mais par contre, là, on a besoin de décrire des espèces, donc il faut de la recherche pure en taxonomie. Il faut des collections et des bases de données qui soient complètes et qui soient mises à jour. Alors, vous pourriez me dire que je vous ai pris un exemple qui est isolé, mais en fait, il n'est pas si isolé que ça, et ça arrive très fréquemment qu'en termes d'invasion, on ait affaire à des espèces non décrites dans des genres très compliqués. Olivier Le Gall nous a donné à l'instant l'exemple de Cameraria oridella, qui est un petit papillon. Voilà, Cameraria oridella, qui est un petit papillon qui a été décrit. Et en plus, j'ai un marronnier sous les yeux par la fenêtre en face de moi et il en est farci. Voilà. Et c'est une bête qui a été décrite le jour où elle a commencé à devenir invasive. Et c'est pas très vieux, c'était dans les années 80. Et donc, voilà. Alors, je vais vous donner juste quelques exemples pour vous montrer que c'est pas complètement. Ça arrive très fréquemment, en fait, qu'on ait des espèces invasives qui soient décrites dans leur lieu d'invasion. Alors là, je vous ai mis un alorode, décrit d'Allemagne en 2001, mais qui, en fait, est une espèce sud-américaine qui s'attaque au philodendron. Ici, vous avez une bruche décrite en 2007, donc c'est pas vieux, hein, qui a été décrite de France, mais qui est originaire probablement d'Asie du Sud-Est, on n'en sait trop rien.
Là, vous avez Thomastochorus peregrinus, une bête décrite d'Argentine en 2006 sur Eucalyptus. Bien évidemment, elle vient d'Australie, d'où elle n'était pas décrite. Pour changer un peu des ravageurs, là, je vous mets un auxiliaire. Donc, c'est un auxiliaire que j'ai décrit en 2009 de Guadeloupe, qui en fait, on ne sait toujours pas d'où il vient, probablement des Philippines. Alors ça, c'est une bête intéressante parce qu'elle a été introduite depuis 50 ans par les Américains aux quatre coins du monde, dans plein d'îles, à Hawaï, aux États-Unis plusieurs fois, alors qu'elle n'avait jamais été proprement identifiée et qu'elle n'avait jamais été décrite. Donc là, c'est un cas d'auxiliaire donc, qui est décrit au moment où elle est en train d'envahir la Guadeloupe, sans qu'on y ait mise volontairement. Est-ce que tu peux préciser, pardon, oui. Jean-Claude, un auxiliaire, c'est-à-dire quoi? C'est une punaise qui va aller boulotter d'autres insectes. Oui. Et ça veut dire les programmes d'introduction pour l'utiliser comme s'il y avait des programmes d'introduction pour l'utiliser en lutte biologique, ça veut dire, et il n'était pas basé sur une connaissance particulière de l'espèce. En fait, ça c'est une petite punaise qui s'attaque aux thrips, et notamment aux thrips du figuier. Et donc, elle a été introduite par les États-Unis dans beaucoup de territoires tropicaux pour lutter contre le thrips du figuier qui s'appelle Gynaecothrips. Et malheureusement, les Américains ont mal fait leur travail à ce moment-là. Ils ont dit que c'était une espèce européenne alors qu'ils ont été la chercher aux Philippines. Et quand on regarde de près, elle n'a rien à voir avec l'espèce européenne. Et donc, ils ont fait ça dans les années 60 et il a fallu attendre 2010 qu'on y tombe dessus par hasard en Guadeloupe pour qu'on se rende compte qu'en fait, elle était mal identifiée et que c'est une espèce non décrite. Et entre-temps, elle a été trouvée en Australie, où les Australiens l'ont décrite très précisément, mais où ils lui ont mis le nom de l'espèce européenne qui n'a rien à voir. Voilà, donc c'est un peu. Donc résultat, cette espèce-là a été introduite partout à travers le monde, alors qu'on ne savait pas ce que c'était et qu'on ne sait toujours pas d'où elle vient. Donc c'est un des cas de lutte bio quand même assez calamiteux. Mais bon, ceci dit, il n'y a pas eu de problème. Elle fait son travail et elle n'a pas posé de soucis particuliers, mais elle aurait pu. Ensuite, juste pour finir, donc Stephanitis lauris, c'est la dernière que j'ai en date, 2014. Donc c'est une punaise qui attaque le laurier, sauce. Elle a été décrite de Crète. Elle est probablement originaire d'Asie du Sud-Est, bien qu'on ne sache pas encore. Et puis, j'ai mis pour terminer le fameux Epitrix papa qui nous a donné des sueurs froides pendant 10 ans. Et dont on ne sait toujours pas d'où il vient. Pour la petite histoire, j'ai des collègues de l'ANSES qui sont partis au Pérou il n'y a pas très longtemps pour aller en chercher. Et les insectes sont en cours d'identification. Donc, avec un peu de chance, ils l'auront peut-être trouvé au Pérou. Ah oui, j'en ai mis une petite dernière, donc 2016. Donc ça, c'est une cécidomie, pareil, trouvée sur des agapanthes en Angleterre, mais qui est probablement originaire d'Afrique du Sud. Voilà, donc vous voyez que ne serait-ce que dans les 10 ans les 10 ans passés, on a un nombre quand même assez important d'espèces invasives qui n'avaient jamais été décrites et qui étaient des espèces nouvelles. Voilà. Et donc, du coup, face à ces problèmes-là, aussi bien chez les auxiliaires qui ont une taxonomie compliquée que chez les invasives qui comprennent aussi beaucoup d'espèces non décrites, on a besoin d'équipes de recherche en taxonomie intégrative et pas uniquement des gens qui identifient. On a besoin de gens qui réellement connaissent les groupes et mènent des travaux de recherche de plusieurs années dessus. Pour ça, on a besoin de former des chercheurs, parce qu'il y en a de moins en moins, voire plus du tout. On a besoin aussi de collections et de bases de données de référence. Et les pistes qu'il faudrait creuser pour combler ces besoins, ce serait d'ouvrir des postes en taxonomie. Donc, il y en a quelques-uns qui sont ouverts actuellement, notamment à l'INRA et au CIRAD. Mais il en faudrait sans doute davantage, non seulement dans les instituts, dans les universités, le Muséum d'histoire naturelle à Paris, dans les écoles d'agronomie, à l'INRA, enfin voilà, dans les partenaires d'Agrignum. C'est bien d'ouvrir des postes, mais encore faut-il qu'il y ait des gens, des chercheurs qui puissent les occuper. Donc, il faut qu'on forme des étudiants pour pouvoir prendre leurs fonctions dans ces postes-là s'ils sont ouverts. Actuellement, on a beau ouvrir des postes, des fois on se demande qui on va bien pouvoir recruter parce que justement, il n'y a pas de thèse en taxonomie ou il y en a de moins en moins. Et donc, il faut maintenir un vivier d'étudiants et leur offrir des possibilités d'emploi. Et puis, bien évidemment, il faut continuer à compléter les collections avec toutes les espèces invasives qui arrivent et puis les bases de données. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je
ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Ben, merci Jean-Claude, ça fait un panorama sur ces espèces que Jean-Loup Justine va compléter dans l'autre vidéo. Et donc, ben, tu as fait un recul déjà un petit peu sur une introduction sur le travail ensuite que pourra mener le groupe de travail sur le type de compétences qui sont nécessaires, etc. C'est pas exactement pareil comme trait d'histoire de vie, c'est pas de la même nature que d'être invasif ou d'être vectrice pour une espèce, c'est pas exactement les mêmes choses. En gros, les invasives, ce que je veux dire par là, c'est que les invasives, à peu près dans n'importe quelle famille taxonomique, on peut imaginer que d'un seul coup, pim, il émerge une invasive, tandis que les vectrices, ça va être quand même des groupes particuliers en général. Bon, il y en a qui sont plus généralistes, mais des groupes particuliers en général, des espèces piqueuses ou des choses comme ça, dans les insectes en tout cas. Et puis, donc, qu'est-ce que ça t'inspire? Et puis par contre, ben, après, il y a toujours le côté parasito dont je reparle toujours parce qu'on a un petit peu de mal dans le cadre de ce colloque en ligne, en morceaux. Enfin voilà, on a un petit peu de mal à faire vivre le côté parasito parce qu'on a l'impression que la parasito vétérinaire, c'est pas exactement ton domaine, donc tu es peut-être moins expert dedans, mais la parasito vétérinaire, c'est encore un cran plus compliqué que l'entomologie agricole, on va dire, ou en tout cas l'entomologie, quoi. Oui, non seulement c'est compliqué, mais effectivement, il y a encore moins d'équipes de recherche sur ces domaines-là. Ouais. Je crois qu'ils ont disparu encore plus tôt qu'en entomologie. Ouais. Donc on peut voir, c'est peut-être ce qui va nous arriver si on ne réagit pas concernant l'entomologie dans quelques années. Mm. Là, je ne sais pas, mais en parasito, effectivement, on n'a pas trouvé grand monde pour intervenir. Et donc, c'est assez inquiétant. Et c'est la même chose en hématologie, en protection des plantes. Les nématologistes ont disparu à grande vitesse et bien plus tôt qu'en entomologie. Et le renouvellement est encore plus difficile à faire. Après, effectivement, les espèces vectrices, c'est des groupes assez particuliers. Donc, sur les plantes, on va avoir essentiellement des hélicoptères, donc des groupes bien compliqués qui correspondent bien. Enfin, la problématique est la même que pour nos espèces invasives. En médecine vétérinaire, on va avoir des moustiques, des mouches, qui ne sont pas des groupes très faciles non plus. Mm. Et qui nécessitent effectivement qu'on fasse de la recherche un peu, enfin, au-delà de la simple identification. Et est-ce que tu vois des méthodes voilà, qui vont au-delà de l'identification, des méthodes un peu génériques émerger? En gros, ça va être intéressant de le savoir. Par exemple, si là, vous avez mis 10 ans pour identifier Epitrix, là. En l'occurrence, première question, excuse-moi, c'est un peu décousu ce que je dis, et je le dis surtout de manière décousue. Première question, est-ce que c'est si important que ça, que ce soit Epitrix papa ou Epitrix maman? Et en gros, en termes de lutte, à partir du moment où on a identifié que c'est une altise et que c'est un coléoptère, etc., on a déjà progressé, voilà, sans aller forcément jusqu'à l'espèce, premièrement. Et donc, en quoi c'est important d'aller jusque-là? Et puis, deuxièmement, et un petit peu dans la même lignée, est-ce que tu vois émerger, tu imagines émerger, parce que des fois, on imagine plus qu'on ne voit, des approches totalement nouvelles qui fassent que il y aurait besoin pour les écoles, en l'occurrence d'Agrignum, puisqu'on travaille là pour Agrignum, donc enseignement sup agronomique et vétérinaire, mais à la limite pour les lycées agricoles aussi, un autre niveau d'enseignement et un autre mode d'enseignement, d'apprendre des approches totalement différentes parce que, mettons, dans les 20 ans qui viennent, les questions d'identification, ou en tout cas identifier d'abord, premièrement, j'ai un problème, qu'est-ce que c'est ce problème? On a bien vu sur la Covid, ça a été le premier truc, hein, le virus il était séquencé en une semaine. Et donc, identifier le problème, c'est quoi mon problème? Cette approche-là, est-ce qu'elles vont suivre des approches méthodo totalement différentes? Est-ce qu'on peut l'anticiper? Est-ce qu'on peut commencer à le voir? Et à ce moment-là, est-ce que c'est à ces approches-là qu'il faudrait former et recruter et former les futurs ingénieurs agronomes et vétérinaires, quoi? Déjà, pour répondre à la première question sur l'Epitrix, ouais. Le plus facile, pour les Epitrix, le fait de savoir si c'est papa ou similaris, en termes de lutte, il n'y a pas vraiment de souci, parce que bon,
façon, c'était à peu près la même chose. Par contre, en termes de surveillance, oui, c'est différent parce que ce n'est pas les mêmes Oui, continents. Donc, on peut surveiller l'Amérique du Nord, si elle nous arrive d'Amérique du Sud, ce qui est probable. Bon, ben, on ne oui, surveille pas, quoi. Donc, c'est oui, important de savoir d'où elle vient exactement. Ensuite, si on avait voulu lutter contre avec des auxiliaires, ça peut être très important aussi. Si je prends les aleurodes, l'auxiliaire, il est carrément spécifique de son aleurode, oui, très souvent. Et donc, si on se trompe d'espèce, ben, la lutte ne marche pas. Et si je prends l'aleurode dont j'ai parlé tout à l'heure, la Crinidorsum aroidephagus, en fait, nous, on l'a découvert en France suite à des échecs de lutte dans des serres tropicales. Et donc, les jardiniers, ils avaient testé des auxiliaires de Bemisia tabaci, des auxiliaires de Trialeurodes vaporarium, qui sont nos 2 aleurodes habituels. Et puis, quand ils ont vu que rien ne marchait, ils nous ont envoyé l'insecte à identifier. Donc là, ça montre qu'elles se ressemblent beaucoup, mais en fait, les auxiliaires, eux, ne s'y trompent pas. Donc, c'est quand même important d'avoir l'espèce. Après, en termes de besoins en taxonomie, donc j'ai employé le mot taxonomie intégrative. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse comme approche, et notamment l'approche à laquelle il faut former les étudiants. C'est-à-dire que l'approche morphologique, elle est fondamentale parce que c'est là-dessus qu'est basée la plupart de la taxonomie. C'est là-dessus qu'on va aller se référer dans les collections. La morphologie, ça va relativement vite et c'est relativement peu coûteux. Donc, il faut avoir des personnes capables d'identifier morphologiquement une bestiole. D'autant plus qu'on peut arriver à la famille assez facilement et au genre, quand on est un peu spécialiste, on y arrive. Après, ça ne suffit pas et de plus en plus, on associe de la biologie moléculaire pour aller au-delà, enfin, ou pour confirmer. Et donc, les 2 approches sont complémentaires. Et donc, la biologie moléculaire, ça va de méthodes très simples comme le barcoding qui peut être utilisé en routine par des labos qui ne connaissent rien pour essayer de voir déjà, d'avoir une orientation dans l'identification. Alors, le barcoding, c'est bien. Donc, il s'agit de rechercher un gène, enfin, une petite séquence d'ADN caractéristique de chaque espèce. Donc, quand l'espèce elle est dans la base de données et que sa séquence a déjà été caractérisée, ça permet de l'identifier rapidement et de manière relativement fiable. Le souci avec nos bêtes invasives, là, c'est qu'il n'y en a aucune qui était dans les bases de données puisqu'elles n'étaient pas décrites et que donc on aurait eu un barcode absolument inconnu et puis voilà quoi. Donc, ce qui nécessitait en préalable de les identifier morphologiquement, de faire les barcodes et d'implémenter les bases de données. Et ça, c'est vraiment un boulot de recherche chez l'entomologiste. Et au-delà du barcode, les bêtes très compliquées pour lesquelles le barcode ne marche pas. Des fois, il se trouve qu'on a des espèces proches pour lesquelles le barcode ne permet pas une séparation très fiable. Après, il faut chercher d'autres gènes éventuellement. Faire des croisements pour savoir si c'est des espèces qui sont différentes ou pas. Enfin, voilà, tout un tas d'approches à la fois morphologiques, moléculaires, également comportementales ou et pour faire des croisements, il faut les avoir en élevage, bien sûr. faut les avoir en élevage, il faut avoir des labos Voilà, confinés quand c'est des bêtes invasives. Enfin bon, c'est pas voilà, simple. Et on voilà. ne peut pas faire Ok, ça en peu de temps. ouais, ok. Et ça, c'est de la recherche à long terme. Après, la première étape, c'est vraiment déjà de détecter que c'est quelque chose qui n'est pas chez nous, ce qui est déjà pas mal. Ok, merci. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter avant qu'on rende l'antenne, entre guillemets? Non, pas dans l'immédiat, mais il y aura peut-être d'autres questions qui vont arriver. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et donc, cette vidéo sera avec celle de Jean-Loup Justine, sera sur le site que Sylvie Vareille va mettre en place. Et ça permettra à tous les participants en fait, qui suivent ce colloque un petit peu décousu, donc entre Covid oblige, entre une session table ronde qui a eu lieu, qui a eu lieu mercredi, et puis les ateliers comme ça, sur la base d'enregistrement comme le tien, Jean-Claude. Et donc voilà, ça permettra aux participants au colloque en fait, de réagir sur un document en ligne qui sera à côté de la vidéo et qui permettra de mettre des réactions et de mettre des réactions, de les mettre en forme et tout ça, et à la fin de rendre des recommandations à Grinium sur les partenariats qu'il convient pour ses membres de mettre en place et les enseignements qui vont bien
aussi bien dans les écoles d'agro que dans les écoles de veto, et pour disposer de ces compétences, parce que c'est bien ça l'essentiel, soit directement par recrutement, soit en partenariat avec d'autres acteurs. Donc merci Jean-Claude, grand merci. On va boucler après en rencontrant Jean-Loup. On n'a pas interagi là directement à trois, mais on fait autrement, voilà. Et calendrier oblige. Et donc merci beaucoup, merci à toi pour cette intervention, et bonne continuation Merci à vous et puis ce à bientôt travail pour la très suite utile. alors. Merci, au revoir. Au revoir.